Après des siècles de quasi-tranquillité, le Japon est de plus en plus secoué par des troubles sans précédent. Alors que dans la capitale, la cour et les nobles du clan Fujiwara accaparent le pouvoir central, dans les provinces, la colère gronde. De plus en plus de territoires se militarisent et les premiers guerriers bushi, les futurs samouraïs, apparaissent. Ces derniers se regroupent au fur et à mesure sous les bannières de grands noms issus de l'aristocratie. C'est ainsi que vont émerger deux grands clans guerriers, les Minamoto, aussi connus sous le nom de Genji, et les Taira, également appelés Heike. Des guerres éclatent au nord et au sud du pays. La cour n'a plus d'autre choix que de s'en remettre à ses clans guerriers pour ramener l'ordre. Mais combien reste-t-il de temps encore avant que les combats ne finissent par gagner la capitale? Telle est donc la situation du pays à la fin du XIe siècle. Un gouvernement aux mains des Fujiwara et des provinces de plus en plus agitées. Et tandis que petit à petit les guerriers se professionnalisent et qu'un changement majeur a lieu à la cour, au nord, une troisième force fait son apparition. Cette fois-ci, les germes du chaos sont prêts à éclore et il va suffire d'une étincelle pour que tout s'embrase. C'est ce qu'on va voir dans ce troisième épisode consacré à la période Heian, où la tension va encore une fois monter d'un cran. Minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Lorsque des tensions apparaissent dans le nord du pays, les nobles Fujiwara, qui détiennent alors le pouvoir central, n'ont pas d'autre choix que de faire appel au clan guerrier des Minamoto pour vaincre le clan Abe. Ce sera chose faite en 1063 après la guerre de Zenkunen. Mais cela aura aussi pour conséquence de procurer une aura fantastique au chef charismatique des Minamoto et à son fils, Minamoto no Yoshihide. Quelques années plus tard, en 1068, l'empereur Go-Sanjo monte sur le trône. Pour la première fois depuis près de 200 ans, celui-ci n'est pas issu d'une mère Fujiwara. Il va alors en profiter pour s'émanciper de la tutelle de ces derniers. Go-Sanjo va ainsi créer un nouveau système baptisé In-no-cho ou régime des empereurs retirés. J'y reviendrai dans la troisième partie de la vidéo, mais pour commencer, on va s'intéresser de plus près à la montée en puissance des guerriers Bushi et des deux clans Minamoto et Taira, car il va désormais falloir compter avec eux et ça ne fait que commencer. Au départ très liés aux Fujiwara, les Minamoto obtiennent du nouvel empereur Go-Sanjo une fonction de gardien d'une partie du palais impérial appelée l'In-no-cho, et sur laquelle on reviendra plus loin. Pour la première fois, une caste autre que la noblesse est autorisée à proximité de l'empereur, ce qui évidemment n'est pas du goût des nobles et des Fujiwara qui les considèrent comme de vulgaires chiens de garde. Au sens propre, ça va d'ailleurs devenir une constante dorénavant dans la noblesse de cour d'afficher un immense mépris envers les guerriers. Déjà qu'ils s'opposent au moindre changement dans les institutions, quand on leur impose la présence des Bushi, alors là, je vous laisse imaginer. Dire qu'ils les voient comme des laquais, ce serait presque encore trop gentil. Non, ils éprouvent un véritable dégoût pour ces parvenus de basse extraction, en plus originaires des provinces. Alors là... c'est littéralement des ploucs pour eux, quoi. Voilà. Et même là, je crois que le terme n'aurait pas été assez fort pour eux. Il faut dire que les premiers Bushi, les guerriers, n'ont pas encore la classe des samouraïs tels qu'on les imagine dans la culture populaire. Ce sont des rustres, disons-le franchement. Et ça, forcément, par rapport au raffinement de la cour, ça fait tâche. Fin de l'année 1083, une nouvelle guerre éclate dans le nord du pays. Après la guerre de Zenkunen et la victoire des Kiyohara, des dissensions apparaissent au sein du clan. Yoshihide et son armée vont à nouveau intervenir, mais cette fois de leur propre initiative. La guerre se poursuit jusqu'en 1087 et se conclut par la victoire de la faction des Kiyohara soutenue par Yoshihide. Ce dernier voit ainsi son prestige renforcé une nouvelle fois et devint le Toryo, le chef incontesté de l'ensemble du clan Minamoto Genji. Alors rappelez-vous, quand on parle de l'ensemble du clan, on utilise plus volontiers le nom de Genji. Je vous renvoie à l'épisode 2 pour plus d'explications. Mais donc, à l'issue de la guerre dite de Go-Sannen, la cour refuse d'attribuer une récompense quelconque à Yoshihide, au prétexte qu'il n'a pas agi sur leur ordre. Bon, qu'à cela ne tienne, il va récompenser ses guerriers sur ses propres deniers. Ce qui va lui valoir un surplus de réputation et de charisme comme aucun autre chef de guerre n'en avait connu avant lui. D'autres clans, pour le moins importants, tels que les Nitta ou encore les Ashikaga,
vont alors le rejoindre et se ranger à leur tour sous la bannière des Genji. Donc tous les Genji ne sont pas forcément des Minamoto. Non, et c'est justement pour ça qu'on emploie tantôt un nom, tantôt l'autre. D'où l'importance de bien comprendre cette nuance. Mais tiens, puisqu'on parle beaucoup des Minamoto, parlons un peu des Taira à présent. Et c'est quoi déjà leur autre nom à eux? Alors eux, ce sont les Heike, c'est-à-dire la maison des Hei. En fait, c'est le même nom, toujours le même kanji, mais prononcé à la chinoise. Si l'empereur Go-Sanjo a confié au Minamoto le rôle de garder l'Innocho, son successeur, Shirakawa, va afficher une volonté de diminuer quelque peu leur influence. Pour ce faire, il va confier aux Taira la garde de la porte nord du palais impérial. Cela fait notamment suite à la guerre de Gosannen, pour laquelle les Minamoto ont agi dans leur propre intérêt. Alors vous me direz que des fonctions de gardien, que ce soit d'une salle du palais ou d'une porte, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais à l'époque, c'était au contraire des rôles très importants. Ça correspondait en fait à des rangs de cour, certes pas très élevés, mais tout de même. C'était avant tout le signe d'une reconnaissance par l'empereur lui-même. Et une charge confiée par l'empereur, quelle qu'elle soit, même Dame Pipi, ça n'a pas de prix. Tu n'exagères pas un peu là? Franchement, à peine. Et ça aura une importance considérable dans l'histoire. En gros, les empereurs retirés, puisque ce sont eux qui gouvernent à présent, ouvrent la porte à la caste des guerriers. Ces derniers vont ainsi être de plus en plus considérés par la capitale et ils vont bien comprendre qu'il y a là un coup à jouer. Ils vont réaliser que finalement, sans eux, le pouvoir central n'est rien. La cour ne peut pas maintenir l'ordre sans leur aide. Bref, ils s'apparentent de plus en plus à une sorte d'armée impériale et ils vont se rendre ainsi indispensables. Et quand la noblesse et la cour impériale vont s'en rendre compte, eh ben il sera trop tard. Mais comment vont-ils faire pour se rendre indispensables? Des guerres vont éclater partout et vont jouer les casques bleus? Les casques bleus, ils sont pas censés taper sur les belligérants, Mais non, ils n'auront pas besoin de ça. Il y a déjà suffisamment de bandits, voleurs et autres brigands, également regroupés en bandes organisées, sans parler des pirates. Et c'est d'ailleurs important de le souligner parce que les Genji vont beaucoup intervenir sur la terre ferme, alors que les Heike vont rapidement se révéler très efficaces aussi sur mer. Et cette compétence va notamment leur permettre, en plus, de s'enrichir. Si le clan Minamoto est surtout implanté dans l'est du Japon, les Taira, eux, possèdent nombre de territoires dans l'ouest. Et l'ouest, c'est notamment la mer intérieure, mais aussi Kyushu. C'est ainsi que les Taira vont énormément profiter de la relation commerciale qu'entretient le port de Hakata, sur l'île de Kyushu, avec la Chine. Le Japon n'est pas très ouvert sur le commerce extérieur à l'époque, du moins si on s'en tient au pouvoir central ultra-conservateur. Mais de nombreux échanges ont cependant lieu avec la nouvelle dynastie des Song. Des échanges de type culturel et philosophique en premier lieu, comme les nouveaux courants de pensée bouddhiste, mais les moines qui reviennent de pèlerinage apportent aussi dans leur bagage des produits originaires de l'Empire du Milieu. Porcelaine, épices, un véritable commerce se développe autour de Hakata. Et la Chine introduira également une nouveauté qui va vite conquérir le pays du soleil levant, la monnaie. Le Japon avait déjà tenté de produire une monnaie locale, mais celle-ci a vite périclité. Avec l'essor du commerce sino-japonais de Hakata, et bien aidé par les Taira, la monnaie chinoise va se répandre dans l'archipel et séduire non seulement les marchands, mais aussi les temples bouddhistes et jusqu'aux empereurs retirés. C'est grâce à ce commerce, qui au départ se fait de manière discrète, que les Taira vont amasser une véritable fortune, car les produits japonais font eux aussi fureur de l'autre côté de la mer de Chine. À partir du XIIe siècle, les Taira ne s'en cachent plus, et Taira no Tadamori, un des plus grands taurios du clan, obtiendra ainsi une puissance financière sans précédent. Les deux clans, Genji et Heike, chacun à sa manière, dominent donc désormais tout le Japon. Tout ? Non. Car une poignée d'irréductibles Fujiwara résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ah bah oui, ceux de la capitale, évidemment. Eh ben non. Je veux parler d'une autre branche des Fujiwara. En effet, dans le nord du pays va se développer une troisième force qui, pour le moment, va se contenter de regarder le reste du pays se déchirer, tranquillement installé dans son opulence, et dans ce que l'on pourrait presque considérer comme une capitale bis. À l'issue de la guerre de Gosannen, et une fois les Minamoto repartis vers le Kanto, les Kiyohara victorieux obtiennent le droit de porter le nom de Fujiwara. Ils créent ainsi une nouvelle branche que l'on nommera Oshu Fujiwara, les Fujiwara du Nord. Et encore une fois, on retrouve cette coutume très répandue, qui consiste à changer de nom à la suite d'une prouesse ou en récompense d'un acte de bravoure. C'est pourquoi, dès l'instant où on évoque un personnage portant un nom tel que Fujiwara, Minamoto ou Taira,
il faut pas nécessairement chercher des liens de parenté. Heureusement, sinon à ce train-là, ça voudrait dire que les 3/4 des Japonais de l'époque pratiquaient la consanguinité. Les 3/4 peut-être pas, hein, on parle que des nobles et des guerriers, mais ça représente déjà pas mal de monde, en effet. Les Hoshu Fujiwara imposent rapidement leur autorité sur toute la région, et s'enrichissent notamment grâce aux nombreuses mines d'or qu'elles recèlent. Ils fondent la ville d'Iraizumi, qui va vite se développer pour devenir une cité prospère, presque aussi importante que l'était Heian-kyo à l'époque. La ville devient également un haut lieu du bouddhisme et commence à attirer de plus en plus de prêtres et de moines venus de la capitale. En tout, 4 générations de Fujiwara vont se succéder, et les 3 principaux chefs du clan vont tour à tour faire bâtir de magnifiques temples autour d'Iraizumi, tels que le Chusonji, le Mootsuji et le Muryoku-in, qui est presque une réplique du fameux Byodo-in de Kyoto. Bien que situé dans le nord du pays et à l'intérieur des terres, Hiraizumi va également prospérer grâce au commerce extérieur avec la Chine. Tout comme à Hakata au sud, on sait que de nombreux échanges ont eu lieu à Hiraizumi. Il faut dire que la région est très riche, hein. Elle produit de l'or, certes, mais elle est aussi connue pour ses élevages de chevaux. D'ailleurs, les marchands chinois ne seront pas les seuls à en bénéficier, car les Hoshu Fujiwara ont veillé à entretenir de bonnes relations avec Heian-kyo. Ils envoient ainsi régulièrement des cadeaux somptueux à la cour, ce qui leur garantit évidemment une certaine autonomie. Oui, donc en clair, ils graissent la patte du gouvernement pour qu'on leur fiche la paix, quoi. C'est résumé de manière un peu cavalière, mais en vrai, oui, c'est ça. Les Hoshu Fujiwara avaient clairement l'intention d'établir une dynastie nouvelle dans le nord du Japon. Ils étaient même allés jusqu'à faire momifier leurs dépouilles, lesquelles étaient ensuite déposées dans un mausolée au cœur du Chusonji. Cette pratique leur a valu d'être également appelés Mitachi, c'est-à-dire les palatiaux. Les Hoshu Fujiwara d'Iraizumi auraient très bien pu continuer de prospérer ainsi durant plusieurs siècles, puisque rien ne semblait les inquiéter. Ils disposaient de grandes richesses, bénéficiaient des faveurs de la capitale, et n'avaient pour ainsi dire pas l'intention de se mêler plus que ça des affaires du pays. Mais malheureusement pour eux, l'avenir en décidera autrement, on le verra dans les prochains épisodes. Car le Japon est sur le point de basculer pour de bon dans le chaos. En effet, pendant ce temps-là, à Heian-kyo, le nouveau régime de l'Innocho, c'est-à-dire celui des empereurs retirés, va conduire le Japon dans la tourmente. En 1068, pour la première fois depuis près de 200 ans, un empereur qui n'est pas le fils d'une Fujiwara monte sur le trône. Il s'agit donc de l'empereur Go-Sanjo. Et celui-ci va profiter de cette opportunité pour mettre un terme au Sekkan, c'est-à-dire le système de régence des Fujiwara. 4 ans à peine après son accession au trône, il abdique en faveur de son fils, encore mineur, qui devient l'empereur Shirakawa. Mais Go-Sanjo, ainsi libéré des contraintes liées à sa fonction d'empereur, a désormais tout loisir pour exercer le pouvoir à sa manière. Car c'est alors lui qui devient régent pour son propre fils. Exit le Kanpaku, dont le poste n'est certes pas supprimé, mais qui dans les faits n'a plus les pouvoirs dont il disposait auparavant. Go-Sanjo crée ainsi une administration parallèle, appelée l'Innocho. Il devient lui-même Joko, c'est-à-dire empereur retiré ou empereur émérite. Et à travers cette nouvelle administration, c'est lui qui va désormais prendre les décisions. Et il commence par réformer les Shoen en procédant à un recensement de ces derniers. Tous ceux qui ne pourront pas prouver leur droit de propriété se verront ainsi confisquer leur territoire. Oula, ça rigole plus là, dis donc. Non, et ceux qui rigolent le moins dans l'histoire, ce sont les Fujiwara, parce que ça va considérablement affaiblir leur influence. On peut dire que c'est l'heure du grand ménage. Go-Sanjo va mettre un coup de pied dans la fourmilière, et son fils, Shirakawa, va faire de même. Shirakawa sera un des empereurs les plus emblématiques de cette époque, et il va pousser le système de l'Innocho encore plus loin. Lui aussi abdiquera en faveur de son fils, l'empereur Horikawa, et deviendra empereur retiré. Mais Horikawa meurt prématurément en 1107, et c'est son fils, l'empereur Toba, qui lui succède. Sauf que Shirakawa étant toujours en vie, il va continuer de diriger le pays, cette fois en tant que Hō, c'est-à-dire l'empereur moine. En effet, Shirakawa entre en religion et crée l'Insei, le gouvernement du cloître, mais il reste toujours à la tête de l'Innocho. Pour résumer, avec l'Innocho, les empereurs Go-Sanjo et Shirakawa ont remplacé le système de régence des Fujiwara par leur propre système, tout simplement. Mais la longévité et le caractère particulièrement égoïste de Shirakawa, voilà ce qui va finalement mettre le feu aux poudres dans la capitale. Il va déclencher une guerre ou quoi? Non, non, en tout cas pas directement. En fait, le principal problème laissé par Shirakawa, celui qui va tout déclencher, ce sera
sa filiation. Quand tu parles de filiation, tu veux dire... Bah qu'il a fait des enfants un peu par-ci par-là, oui, et ce jusqu'à un âge avancé. Ce qui aboutira à un véritable conflit de succession qui va littéralement exploser à la figure de la cour impériale. Ajoute à ça les tensions en province, les clans guerriers déjà plus ou moins dressés en rivaux du fait des faveurs accordées aux uns et aux autres, les Fujiwara qui voudraient bien revenir au pouvoir, et l'insécurité grandissante sur terre comme sur mer, et tu obtiens une véritable poudrière. Ce sont donc les frasques de Shirakawa, qui pourtant est décédé en 1129, qui quelques années plus tard, en 1156, vont être l'étincelle qui va tout faire péter et entraîner les premiers grands bouleversements de l'époque Heian. Et cette fois, c'est la capitale qui sera le théâtre des événements qui vont précipiter le chaos et la chute de l'ordre impérial qui régnait depuis plus d'un millénaire au Japon. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour découvrir les événements qui constituent pour ainsi dire le début de la fin. Lutte fratricide au sein des clans, combats sanglants jusque sur les marches du palais impérial et l'avènement de personnages ultra charismatiques, dont celui qui fut surnommé le plus grand Tengu du Japon, tout ça sera au menu du 4e épisode de cette série consacrée à la période Heian. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas que si mon travail vous plaît vraiment, vous pouvez devenir un mécène en soutenant la chaîne financièrement. Toutes les infos sont en description. D'ici là, portez-vous bien et... Otanoshimini!